Bonjour à tous et bienvenue dans Star Wars en direct Collector. Je suis comme d'habitude accompagné de mon collègue Fred. Salut Fred. Salut Seb, salut à tous. Et aujourd'hui, on revient fraîchement de l'âge Star Wars justement et on a un invité qu'on a aussi croisé là-bas. C'est Jean-François Roland, l'auteur du livre pour les collectionneurs Chroniques Vintage. Alors bonjour Jean-François et merci de venir nous voir. Bonjour à tous. Merci Seb, merci Fred de m'accepter dans l'émission. Voilà. Alors Jean-François, donc toi, à la base, tu as créé une chaîne YouTube Chronique Vintage en Oui, français et en anglais en plus. c'est ça. Et du coup, d'où ça te vient ta passion du vintage? Oh, bah, c'est venu très jeune, hein, puisque c'est mes parents qui m'ont emmené découvrir Star Wars, la guerre des étoiles, comme on le disait à l'époque, en octobre 77. Ils m'ont emmené à Paris. Ils avaient déjà vu le film avant moi. Ils se sont dit que ça serait tout à fait le genre de film qui pourrait plaire aux gamins. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait là en m'emmenant voir ce film? Et après, ils m'ont fait découvrir les jouets quelques temps plus tard, mais ça a été une grande claque. Un de mes premiers souvenirs cinéma, puisqu'à l'époque, j'avais à peine 6 ans. Donc, ça reste aussi un grand moment en salle et aussi une découverte qui a changé un petit peu ma vie parce que ça a toujours été un fil conducteur et la découverte des jouets, c'est vrai qu'ensuite, quand on pouvait enfin refaire son film avec les jouets, ça a été la deuxième claque du gamin de 6-8 ans que j'étais à l'époque. On a à peu près le même âge, hein, parce que moi je suis 72, donc tu dois être 71, c'est ça? Exactement, c'est 71, tout à fait. Bon, Je suis un moi, mes petit parents jeune sont pour le passés coup. complètement à côté du film et de la science-fiction. Par contre, comme toi, je suis plongé dans les jouets. Mais moi, j'ai réussi à m'arrêter. Donc, je crois que toi, tu as continué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, presque, oui, puisque il n'était pas utile après de me demander ce que je voulais pour Noël ou mes anniversaires. Hein, il n'y avait pas besoin. Jusqu'à l'adolescence, on va dire, et puis j'avais aussi mon papa qui voyageait beaucoup, donc il me ramenait pas mal de choses qui nous manquaient dans l'Hexagone, puisque le Miro Mécano, qui était le distributeur licencié officiel pour Kenner en France, ne croyait pas trop au projet Star Wars, surtout pour la période Empire contre-attaque. Ils se sont réveillés avec le retour du Jedi. Et ce qui fait que j'ai eu cette chance-là, quand ils partaient travailler en Belgique ou en Angleterre ou en Allemagne, ils revenaient toujours avec des trésors. C'est comme ça que, par exemple, j'avais eu le Tonton sous le sapin de Noël. C'était le Noël 1980, donc l'Empire contre-attaque était sorti quelques mois plus tôt, donc avoir un Tonton quand tu as 9 ans sous le sapin, bah, c'est le Graal, quoi. Et c'était pour toi ou ton papa collectionnait aussi? Par ton intermédiaire, c'est un peu l'excuse. Alors, peut-être. Alors, il suivait vraiment, hein, il regardait s'il me manquait pas quelque chose et je pense qu'il aimait autant que moi les jouets, que même s'il n'avait pas le temps de jouer avec moi. Mais c'est vrai que j'avais pas besoin de faire de mise à jour, hein. Il savait ce qui me manquait et quand il est revenu en 83 d'une grande tournée, parce qu'il est musicien, il est guitariste, et donc il accompagnait un musicien qui s'appelait Paul Moria, qui était très très connu à l'étranger, surtout en Russie et au Japon, pratiquement comme Michael Jackson. Ils avaient fait une grande tournée en 83 sur la fin de l'année. Il était parti 2 mois et ils se sont arrêtés à Hong Kong à ce moment-là où Kenner était au top du top en termes de production et il y en avait partout. Et il avait glissé une sacrée quantité de figurines dans les étuis de ses guitares pour passer la douane tranquillement. Donc après, ta passion, du coup, tu as décidé de la dévoiler au grand public avec une chaîne YouTube, c'est ça, qui s'appelait Chronique Vintage? Oui, c'est ça. Ça s'est arrivé. Alors, le déclic, c'est marrant. Je rentrais du boulot, j'écoute dans ma voiture à la radio, j'entends que Disney rachète Lucasfilm et ça a été le déclic. Alors, j'avais déjà ça, hein, depuis de nombreuses années dans ma tête, mais c'est vraiment en 2012, je me suis dit, bon, allez, on y va, on se lance. Je ne savais pas trop dans quoi j'allais me lancer d'ailleurs, quelle serait la ligne éditoriale, mais ça a vraiment été le déclic. Quand j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, bon, allez, on y va, on attaque. C'est parti, on se lance dans cette idée de faire un livre. Est-ce que ça serait en auto-édition? Est-ce que ça serait avec un éditeur, quelque chose d'officiel ou pas? Je ne savais pas trop, mais c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, allez, on y va, on passe à l'attaque. Tu as Tu as décidé pensé au de. livre dès le départ. Alors, pardon, excuse-moi, Seb. Ouais, ouais, c'est la même question, voilà. C'est que tu as décidé, tu pensais faire un livre au moment où En tu fait, tu as lançais ta commencé chaîne par YouTube. YouTube avant, moi. Ouais. J'avais déjà fait des petits répertoires, des choses pour une sorte d'inventaire avec des photos pour répertorier ma collection. Et ensuite, c'était la base de travail qui fait que le bouquin est devenu, par rapport à tous ces petits travaux d'amateurs, si tu veux, de collectionneurs, ça a été la base qui m'a permis ensuite de commencer vraiment à écrire, à faire des recherches aussi. C'est là que je me suis mis à
à lire pas mal sur l'industrie du jouet qui est en parallèle avec mon métier qui, moi, je suis dans le design automobile. Donc, il y avait, moi aussi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de savoir comment ou quels étaient les parallèles entre les deux milieux, partir d'un dessin et ensuite le maquettage et la partie ingénierie, comment ils développaient tout ça, et puis la production de masse en Asie. C'est ça aussi qui m'intéressait dans la partie recherche sur comment on faisait du jouet. Ouais. Donc, du coup, Jean-François, tu vas nous montrer en image un peu ton ouvrage. Donc là, on peut te voir notamment le jeune Jean-François qui découvre son Itsung à Noël, c'est C'est ça? ça, c'est Noël 77. Donc là, c'est ce qu'on voyait dans le métro à l'époque. C'est une affiche vraiment typique du métro parisien, avec les photos d'exploitation qui étaient destinées au cinéma de quartier ou même dans les grands cinémas. Ça, ce sont vraiment mes toutes premières figurines que j'avais eues au printemps 79. Et ensuite, voilà, ça, c'est moi, mes premiers vaisseaux, Noël 79, avec une boîte française et une boîte anglaise, pas parce que ça a été distribué en France, mais c'est mon père qui était revenu d'Angleterre avec un chasseur X anglais à ce moment-là. C'est faire un bref historique. Tu les as gardés en blister? T'as encore tes Non, boîtes? moi, je jouais avec, je gardais les cartes comme référence parce qu'au dos, il y avait des pièces. On pouvait cocher les figurines qu'on n'avait pas au fur et à mesure. C'est ça qui était intéressant. Sur les cartes donc françaises, on pouvait le faire au verso. Ça, c'est les jouets qu'on aurait aimé avoir et qui créaient une petite frustration. Au Canada, ils étaient disponibles. Nous, on les avait pas en France à cette période-là, entre 79 et 82 en particulier. Ensuite, en 83, donc Mécano s'était un petit peu réveillé, mais avec une nouvelle frustration parce que ce qui était nouveau était marqué d'un astérix à côté du nom. Et donc, on regardait les figurines, on était content, mais on ne pouvait pas les obtenir. Alors, le marché se débloquera un peu avec le marché commun en 1984. L'Union européenne nous permet d'oxygéner le marché français, de découvrir pas mal de jouets que nous n'avions pas avec les fameuses figurines 3 logos qui ont envahi le marché européen entre 84 et 86. Après, donc. Et la hype, elle a commencé à descendre à partir de quand? Parce que le film 83 en France aussi, 83 aux États-Unis, 83 en France aussi. Alors, pour le Retour du Jedi, quand il est sorti en 83, ça a vraiment été la plus belle année pour Mécano, puisqu'on avait exactement le même nombre de figurines partout, aussi bien en France, en Angleterre, qu'en Allemagne et aux États-Unis. Parce que l'outil industriel aussi de Kenner, qui s'était développé, non pas seulement à Hong Kong, mais ils étaient sur Macao, sur Taïwan et en Chine intérieure. C'est là qu'on commence à voir les premiers Made in China arriver. Et ce qui permet derrière, donc à tous les licenciés de la marque Kenner, donc Palitoy, Mécano et les autres, de pouvoir enfin distribuer équivalence qui sortait aux États-Unis, sortait au même moment en France. C'est ça la grande révolution en 1983 pour nous, les gamins de l'époque, de pouvoir se dire, ah bah ça y est, ce qu'on a vu au cinéma, eh bien on l'a tout de suite en rayon, ce qui était quasiment pas le cas, en tout cas pas à 100%. Et c'est vraiment 83, une année marquante à ce niveau-là. C'est là qu'on a commencé à tout avoir. Et ensuite, Miro Mécano, en 84 et 85 et 86, ils ont inondé le marché, mais il n'y avait plus de films. Donc, le grand paradoxe français, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de jouets disponibles qu'au moment où les films n'étaient plus en salle, malheureusement. Mais ça permettait, mieux tard que jamais, compléter sa collection. Ouais. Et donc, à l'âge adulte, quand je commence à travailler, à partir de 90, un petit peu avant, je me mets à écrire un peu partout parce que la frustration de gamin ressort à cette époque-là. Et alors, j'écris aux États-Unis, j'écris à Cincinnati, non plus rien. J'écris en Angleterre, c'est pareil. Il n'y a vraiment plus rien de disponible. C'est 89, 90. Quand on est fan de Star Wars, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part retrouver quelques catapultes Ewok au fin fond des magasins de jouets qui étaient ceux de notre enfance, en tout cas pour ceux qui existent encore. Et le salut, il viendra et c'est là que vraiment tout commence, ma vie de collectionneur, et commence avec ça, avec ce Lucasfilm Fan Club que j'arrive à obtenir tout simplement parce que j'achète une maquette de croiseur interstellaire et dedans, il y a un bulletin d'inscription au Lucasfilm Fan Club qui est dans le Colorado, et dedans, il y a plein de petites annonces de personnes aux États-Unis qui revendent des surstocks de Toys R Us ou des choses comme ça. Et il y a un certain gars, Steve Denny, pour pas le nommer, qui, printemps 90, va m'envoyer son catalogue, le bien nommé, puisque c'est SOS Star Wars. Il a un espèce de petit fanzine. Et là, je récupère particulièrement 3 objets qui me tenaient à cœur qu'on n'avait jamais eu en France, donc le Dewback et surtout Forlom, le garde Bespin Black et le pilote de Bipod. Ça, c'est vraiment 3 figurines qu'on n'a jamais eues. Et pour quelques dollars, à l'époque, il me les a procurées, donc j'étais tout content. Et c'est le doigt dans l'engrenage à l'âge adulte
pour la vie de collectionneur, c'est comme ça que ça commence en tout cas. C'est Forlom ou c'est Zucus? Bah, à l'époque, c'était. Ah, bonne question. Pour moi, ça reste Forlom, parce qu'on l'a toujours appelé. On l'a toujours appelé comme ça jusqu'à ce qu'ils découvrent que oui, à l'époque, ils avaient interchangé les noms, mais comme c'est des personnages que dans l'Empire contre-attaque, si on les voit 2 secondes et demie, ça posait pas de souci, quoi. C'est Kenner, ils ont reçu les photos comme ça, ils se sont mélangés les pinceaux, comme on dit en français, mais bon, voilà, après, ils ont rectifié quelques années plus tard, mais nous, gamins, ça a toujours été Forlom. C'est comme le Doubac vert, quoi. Ça fait plus T-Rex, ça fait plus Rex de Disney Store, de Toy Story que de. C'est vrai. Mais je trouve qu'il a une sculpture, il a une tête, il est superbe, quoi. Même, il a 45 ans maintenant, ce jouet-là, et même si c'est pas une reproduction exacte de ce qu'on voyait dans le film, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir ça, gamin, en 79-80. Et donc, de fil en aiguille, Steve Denny, il me procure des choses que jamais de ma vie j'aurais cru avoir. Ce sont des emballages tests que Kenner mettait à la poubelle, et lui, il récupérait ça tout à fait par hasard. Et donc là, j'ai choisi les cartes Revenge of the Jedi, puisque, comme tout le monde le sait, ça ne s'est pas appelé Return tout de suite. Donc, quand Kenner était quasiment prêt, on était à peine à quelques semaines du lancement en production de masse pour tous les emballages, que ce soit pour les figurines, les vaisseaux et les dioramas. Et puis là, ils reçoivent un coup de fil de Lucasfilm en disant « dites donc, va falloir nous changer le nom. Hein. » Et pardon, qu'est-ce que vous dites? Et nous, on a tout prêt pour imprimer. Et là, ça leur a coûté à l'époque 250 000 $ américains, ce qui ferait aujourd'hui au dollar 1 million de $. Donc, ça fait un peu cher le mot. Mais il a fallu tout relancer, tout refaire et tout reproduire. Et ces objets-là qui auraient dû disparaître ont été récupérés. Et Steve Denny les a mis de côté. Et j'ai pu en récupérer quelques-uns. Et ça reste un grand moment de collectionneur, parce que je ne m'attendais pas un jour à avoir de tels objets dans ma collection. Ça, non. C'est quoi la valeur de ces cartes-là, justement? Alors aujourd'hui, c'est assez variable, mais le prix de base, c'est 1 500 €. Donc ça fait à peu près 1 800 $ américains, quelque chose comme ça. Et ça peut aller encore beaucoup plus haut. Hein. Le luxe, par exemple. Tu les avais achetés ou il te les a offerts? À l'époque, je les avais récupérés au tout début des années 90. Donc c'était 91, 92. Et il me les vendait pour quelques poignées de dollars, parce que lui-même ne savait pas ce que c'était. Ils ont découvert que plus tard que c'était des emballages tests. Et au début, lui-même, quand il les a récupérés, qu'il me les a vendus, il ne savait pas ce que c'était. Moi, ma démarche était simplement de récupérer ce qu'on appelle aujourd'hui des cardbacks. Donc, je voulais les mettre à côté de mes figurines. Et comme il avait un stock énorme de récupérer de chez Kenner de ces objets-là, il m'en a envoyé une. Et il me dit, est-ce que c'est ça que tu veux? Je lui fais, oui, moi, ça va très bien m'aller. Et c'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte que ces objets avaient une certaine valeur, parce que elles avaient les coins carrés en bas. On voyait bien que ce n'était pas des emballages de série, qu'il y avait quelque chose qui était différent, parce que la perforation pour mettre en rayon, elle n'a pas du tout la forme définitive. Et aussi, l'épaisseur du carton est beaucoup plus fine. Et c'est bien après que j'ai découvert, en discutant avec les designers de Kenner, qu'ils imprimaient sur une feuille de carton beaucoup plus fine pour économiser, parce que c'est des trucs qu'ils regardaient, puis ça partait à la poubelle au quotidien. Donc, c'est presque invraisemblable que ces objets-là aient survécu par rapport au mode de production qui était voilà, une fois qu'on s'en est servi, hop, on met ça à la poubelle et c'est terminé. Ouais. Il fallait avoir un almanach comme de Retour vers le futur pour savoir. Oui, c'est ça. Il fallait garder ces objets. Oui. Et ton gars, là, ton contact, c'est lui qui avait récupéré tout le stock de cartes, alors? Alors, il en avait c'est un des gars qui avait récupéré une très grande partie des stocks de ces cartes-là, ouais, tout à fait. Et c'est un miracle, parce il avait contacté des anciens de Kenner, mais il y en a aussi, il récupérait ça dans des grandes poubelles. Il l'appelait Dumpster Donny, les plus jaloux, parce qu'il faisait entre guillemets les poubelles de Kenner, mais grâce à lui, on a quand même récupéré des choses qui auraient totalement disparu. Mais c'est pas le seul à avoir récupéré énormément de choses comme ça chez Kenner. Là, je refais une aparté sur... Au début, quand je rentre dans le monde du travail, je découvre les boutiques sur Paris. Moi, j'habite en banlieue, je suis tout seul dans mon coin. Et quand je me mets à bosser sur Paris, je découvre des boutiques comme DS dans le 5e arrondissement de Paris. Et là, j'achète mes premiers bouquins qui vont me mettre à l'étrier, le pied à l'étrier comme collectionneur. Le Space Adventure, ça recense énormément de jouets de collection, pas uniquement pour Star Wars, comme on peut voir sur la couverture, mais énormément d'objets en tout genre. Et puis à côté, donc le Star Trek and Star Wars Collectibles, ça c'était un espèce de guide avec les prix.
Et c'est là que j'ai commencé à comprendre et à avoir conscience de la valeur de ces jouets qui étaient pour moi encore mes jouets de gamin, que c'était en train de devenir des objets de collection et que ça n'avait plus tout à fait la même valeur. Et encore, maintenant, on en parlait encore ce week-end, on en a déjà parlé avec Sébastien dans 2 émissions. Maintenant, être geek, c'est tout à fait normal. Acheter un Lego et le mettre dans un salon, ça choque personne. Mais à l'époque, collectionner des jouets, surtout des films qui n'existent plus, puisqu'il n'y avait plus de films, c'était quand même assez fou, quoi. Alors bon, on nous prenait tout simplement pour des attardés. Moi, je me souviens, tous les spécialistes du jouet de l'époque, entre 90 et 94, particulièrement ces années-là, quand on faisait ce qui s'appelait les Toy Mania sur Paris, il y en avait 2 fois par an, les spécialistes du jouet, si ce n'était pas des véhicules en tôle de la marque Dinky Toy ou des objets en peluche du début du XXe siècle ou des poupées en porcelaine, nous, on arrivait avec nos demandes de jouets en plastique. Pour eux, ça n'avait aucune valeur. Mais nous disaient, mais qu'est-ce que vous demandez là? Enfin, allez faire autre chose, ça n'aura jamais de valeur. Et je reste persuadé que tous ces spécialistes du jouet aujourd'hui regrettent profondément de ne pas avoir fait affaire. Et certainement, une grande partie des stocks ont été mis au poubelle. Il n'y avait que quelques personnes, comme aujourd'hui l'équipe de Luluberlu dans Paris, qui se sont dit, voilà, on va récupérer les Barbie, les Maîtres de l'Univers, Masque, toutes ces séries-là, et on va les mettre de côté. Et aujourd'hui, ils ont certainement une des boutiques musées. C'est un musée. Alors, la boutique, c'est un musée, Luluberlu. C'est ça. Il y a vraiment de tout. Je crois qu'ils ont 70 000 références, donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc ça, ces 2 bouquins-là, je les achète à ADS, dans le 5e arrondissement, et c'est comme ça que ça me met le pied à l'étrier, que je commence à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce monde de la collection de jouets. Alors ça aussi, toujours dans le même magasin, pour nous, Européens et Français, c'est quelque chose d'important parce que c'est la première fois que j'achète un emballage américain de Power of the Force et c'est là que je comprends l'étendue de la gamme Kenner. Avant ça, on n'avait pas la possibilité, à moins de connaître des gens chez Mécano pour récupérer un catalogue où on voyait la dernière gamme sortie en 1985. Mais là, une fois que j'achète donc cette figurine à Manaman, je la retourne et là, je découvre enfin l'intégralité de la gamme. Et là, j'ai fait un comparatif où on voit ce que nous avions à l'époque en Europe en 85. Il n'y a pas eu de mise à jour. On voit toujours la photo de 1984 avec 79 figurines, même si on a marqué 70, il y en avait bien 79. Mais la ligne de 85, si on n'avait pas quelqu'un dans le monde du jouet, on ne savait pas. Et ça, c'était sur toute l'Europe. Et donc, c'était finalement au petit bonheur la chance qu'on découvrait, par exemple, le Barada ou Lando, tenue générale, Anakin Skywalker ou le Luke avec tenue poncho pour Endor ou même un Manaman. C'était inconnu. Et donc, ça, c'était une vraie découverte pour moi quand j'ai pu acheter ma première figurine en emballage américain de Power of the Force, de comprendre enfin, à part Yak Face qui n'est pas affiché, mais ça, Yak Face, je l'avais acheté en 86 et c'est la dernière figurine que j'avais achetée à la fin, au début de mon adolescence. Mais voilà, sinon les autres, c'est grâce à cette carte-là que j'ai pu comprendre qu'est-ce qui manquait exactement. Tu aurais dû en acheter plusieurs. Oh non, déjà, le Manaman tout seul, ça m'avait coûté un bras à l'époque. Hein. Donc, je n'avais pas. Il m'a fallu à peu près une dizaine d'années pour les acheter, les Power of the Force. Et là, le nouveau slide, la nouvelle diapositive, c'est un autre contact via le Lucasfilm Fan Club parce que c'est encore plus impressionnant puisque c'est un ancien employé de Kenner qui va pratiquement sauver les archives de l'entreprise sans le savoir puisqu'il est l'un des responsables du marketing de 82 à 1991. Et au moment où il quitte l'entreprise, comme la direction sait qu'il est fan de Star Wars et que plus personne s'intéresse à Star Wars à ce moment-là, et qu'on arrive à la date limite où aux États-Unis, au bout de 7 ans, une entreprise a le droit de se séparer de ses archives, tout simplement pour une question de place. Et on lui dit, écoute, tu as 24 heures pour vider le local des archives pour Star Wars. Et il remplit 5 pick-up Dodge Ram. Il n'a pas pu tout sauver, mais déjà, ce qu'il sauve, on envoie une partie à l'écran. Donc, ça va être la figurine non peinte de Luke tenue haute en sachet. Donc, ça, c'est des tests avant de lancer la production de masse en Asie. Et à côté, c'est une figurine qui a été fabriquée à Cincinnati, puisque dans le Kroger Building à Cincinnati, ils étaient au 13e ou 14e étage pour tout ce qui était design, bureau d'études, et ils avaient des presses au rez-de-chaussée pour lancer les premiers tests. Et donc, la figurine que l'on voit peinte de Luke tenue haute, on peut remarquer que sur les jambes à l'arrière, il n'y a absolument aucune information. Il n'y a pas le brevet, il n'y a pas le lieu de fabrication, parce que ce sont des tout premiers tests d'injection
qui ensuite partait en Asie pour leur démontrer, voilà, c'est ce à quoi doit ressembler la figurine. Et donc, grâce à cet homme-là, Tom Naheisel, j'ai réussi à récupérer ce genre de choses qui étaient aussi pour moi tout à fait improbable qu'un jour dans ma vie, je puisse mettre la main sur ce genre d'objet. Et comment on met la main sur ce genre d'objet? Pardon, Fred. Tu disais comment, comment on récupère ce genre de pièces, quoi? C'est des dons ou c'est parce que ça doit être alors, il a tout énorme aujourd'hui, quoi. Alors, c'est lui qui a tout récupéré quand on lui a dit, voilà, tu as 24 heures pour nous sortir les stocks. Comment toi, en tant que simple fan, tu as pu mettre la main sur ce genre de pièces, quoi? Parce que alors, c'est simplement parce que j'ai répondu à une annonce qu'il avait postée qu'il avait écrite dans le Lucasfilm Fan Club, celui du Colorado, qui était tenu à l'époque par Dan Mansen, et qui avait donc cette section petites annonces. Il avait posté il avait mis tout simplement une annonce en disant, voilà, ancien employé Kenner, j'ai des choses à vendre, écrivez-moi, et en retour, je vous envoie un catalogue. Et c'est quand il m'a envoyé son catalogue. Là, j'ai une grande partie des figurines en blister, c'est chez lui que je les ai achetées d'ailleurs. Et il y avait dans le listing, il y avait des objets dont les noms, je ne savais pas ce que c'était. Alors, je lui posais des questions. Alors, à l'époque, il fallait attendre 3 semaines avant d'avoir un éventuel retour parce qu'on écrivait une lettre qu'on envoyait à la poste qui devait traverser les Atlantiques. Ça prenait un peu plus de temps qu'envoyer un courriel aujourd'hui. Donc, il y avait des fois des lettres qui n'arrivaient pas à bon port ou ainsi de suite. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait au début des années 90. C'était parce qu'on pouvait téléphoner, mais ça coûtait une fortune. Et pour être bien clair dans nos explications, on préférait prendre le temps d'écrire une lettre et d'attendre la réponse et de recevoir le catalogue pour faire tranquillement son choix. Et dire, ben voilà, j'aimerais bien acheter ça et ça. Ce qui a été une vraie révolution, en particulier avec Tom, c'est quand mon père avait décidé d'acheter un fax. Alors là, j'en ai envoyé des dizaines par jour et on avait gagné un temps infini. On passait de 3 semaines à quelques minutes. Alors ça, c'était extraordinaire à l'époque. Ça paraît obsolète aujourd'hui, mais l'arrivée du fax dans les foyers pour échanger outre-Atlantique, ça a été absolument génial. C'était rare dans les foyers. Oui, mon père en avait besoin pour son travail. Et c'est pour ça qu'il avait pu en acheter un parce que ça coûtait quand même très, très cher pour l'époque. Et moi, je me souviens des fois de dimanche matin en me levant où il y avait la moitié du rouleau qui était sorti dans son bureau parce qu'il y avait les réponses de Tom qui dit oui, alors ça j'ai pas, ça j'ai déjà vendu. Et alors des fois, on râlait parce que même le temps qu'on écrive, c'était vendu de l'autre côté parce qu'il y avait un Américain qui lui avait téléphoné, qui lui avait pris. Donc, des fois, on n'était pas sûr que la liste qu'on avait fait de sélectionner d'objets, il y a 5 ou 6 objets, des fois, il y en avait 2 ou 3 qui avaient déjà été vendus le temps qu'on fasse la liste. Ça, c'était la frustration du collectionneur. Ça, maintenant, il serait harcelé de coups de téléphone, mais à l'époque, à l'époque, il y avait du monde qui était intéressé. Il y avait pas. Alors, je pense que du côté nord-américain, spécialement aux États-Unis, il y a toujours eu un engouement très, très fort. Ça a toujours été parce qu'on le voyait, ils avaient des magazines spécialisés pour la vente d'objets de collection, pour les Barbie, pour les G.I. Joe. Donc, quand Star Wars s'est arrêté pour Kenner en 85, parce qu'après, il y a eu les droïdes jusqu'en 87, donc ça, c'était pour les dessins animés, c'est encore autre chose. Mais à partir du moment que c'est tombé dans le monde de la collection, dès 86-87, les prix ont commencé à augmenter du côté américain. Et ça, je l'ai découvert que quelques années après. Quand ça, on va dire en France, ça a vraiment commencé à bouger en 95-97. Mais avant cela, le début des années 90, chez nous, il n'y avait vraiment personne. Mais du côté américain, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ce que nous avions connu en Europe, même en Angleterre. En Angleterre, il y avait vraiment aussi beaucoup de choses parce qu'ils avaient fabriqué beaucoup de jouets. Et là, on en vient aux prémices du bouquin, puisque là, mon père m'avait pris en photo à mon bureau où j'avais décidé pour remercier mes correspondants américains, comme on disait à l'époque, donc à Steve Denny et Tom Naheisel, de leur raconter un petit peu le marché français. Ce qui a été très bien fait depuis par Stéphane Faucourt et Yann Leroux. J'avais fait, moi, avec mes petits moyens de l'époque, j'avais une machine à écrire, je n'avais pas d'ordinateur, mais c'est là que j'ai commencé à prendre l'habitude de faire des crobards, de dessiner un petit peu pour faire mes photos, que je collais après, et je faisais du le tracette, lettre par lettre, pour faire style lettre d'imprimerie. Ensuite, je photocopiais et je collais la photo dessus, et j'agrafais ça, et j'envoyais des enveloppes aux États-Unis à mes deux correspondants américains. Pour les plus jeunes, un fax, ça permettait de recevoir un papier par téléphone. Voilà.
Et un lettre A7, c'est une forme en plastique que vous posiez sur une feuille et vous aviez les lettres et vous dessiniez le A, le B. Donc, il y avait différentes typos, différentes tailles. Donc, il fallait avoir toute une panoplie de formes pour pouvoir… Donc, on sortait les rotrings et on dessinait… C'est ça, voilà. Il y avait les décalcomanies à côté et c'est avec ces deux techniques-là que je faisais mes petits imprimés. Ouais, c'est très, très long. Bravo. Moi, je reviens juste sur avant. Ouais. Tu disais qu'il n'y avait pas la gravure. C'est le moule qui était transféré en Asie pour faire la prod ou il relançait un moule en local? Il relançait un moule en local. D'accord. Les moules ne partaient pas parce que ça aurait coûté trop cher de toute façon. Okay. Donc, c'était directement… En fait, tout fonctionnait sur plan. Eux, ils faisaient leurs petits tests en interne et une fois qu'ils avaient fait leurs tests, ils envoyaient les plans pour que ce soit fabriqué sur place parce que c'était ça l'idée, c'est que dans l'industrie, 80% du prix, il est sur l'injection plastique à cause des moules en acier qui coûtent une fortune à usiner, à installer sur les presses. C'est ça qui coûte le plus cher. Peut-être une empreinte pour les protos et c'est peut-être du 6-8 empreintes pour la série, quoi. Voilà, c'est ça. Et souvent, les figurines donc, qui étaient aux environs de 10 cm, donc 3 pouces 3 quarts, étaient sculptées à la dimension de 4 pouces, donc légèrement plus à cause de la rétraction du matériau, ce qui leur permettait derrière d'assurer cette fameuse échelle pour être certain que la figurine soit bien à 3 pouces 3 quarts. Ça veut dire qu'entre tes figurines-là et la vraie figurine, il peut y avoir des petites différences de sculpture. Oui, mais vraiment sur les… Alors, pas sur ce que je viens de montrer, parce que ça, c'est vraiment des produits quasiment finis qui sortaient des moules, mais les modèles sculptés par les modeleurs, les sculpteurs qui réalisaient vraiment les tout premiers modèles, ils avaient obligation de réaliser la matrice quelque part, la figurine qui, elle était pas en résine, elle était en cire, elle était sculptée en cire, et donc c'est ce modèle-là qui était à 4 pouces. Il n'y avait pas de fichier 3D. Maintenant, on transférait un fichier 3D. Ouais. La machine aggrave, c'est une reproduction. Donc, à l'époque, ils prenaient la petite figurine qu'ils avaient reçue des États-Unis et le mec gravait le moule à partir par rapport à ça. Voilà, c'était ça. Oui, ils avaient un plan technique à côté pour s'assurer de la cotation exacte, mais c'est ça, elle servait de maître modèle, exactement. Oui. Okay. Alors, avec le début des années 90, je commence à faire des allers-retours en Angleterre pour rencontrer les acteurs, ce qui me permet de compléter des objets de collection qu'on trouvait très facilement, comme le Dewback en Angleterre par rapport à la France, et puis de rencontrer Kenny Baker, Dave Prowse ou des gens comme ça. Et ça a été… J'y allais 2 fois par an. On partait avec des copains. Là, c'est ma première fois en Angleterre vraiment pour une convention Star Wars qui était en face des studios Elstree. Donc, c'était assez particulier. Et c'était le 13 novembre 94. Et jusqu'à la fin des années 90, je pars comme ça 2 fois par an, où j'ai Jeremy Bulloch, Peter Mayhew, Kay Stewart Freeborn. Et pour moi, qui suis sculpteur modeleur, Stewart Freeborn, quand je l'ai rencontré, j'étais fou. C'est une des rencontres pour moi les plus dingues parce qu'il m'expliquait comment il avait travaillé sur Yoda, comment il avait travaillé sur Grido, comment sa femme, elle a galéré à mettre les poils de Chewbacca sur la matrice avant de le mettre le masque et tout le reste du corps sur Peter Mayhew. Donc, c'était du petit lait pour moi. C'était absolument merveilleux. Et la rencontre, et en plus, il était tellement généreux dans le partage de son savoir-faire. Moi, ça reste une de mes plus belles rencontres de fans, de pouvoir l'écouter parler. Yoda, je crois que c'est un mix de sa tête et d'Einstein, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. Il avait mis un espèce de miroir en face de lui, et puis en gros, il avait collé les oreilles, et puis là, voilà, il avait un petit peu interprété. C'est pour ça que ce personnage nous paraît tellement réel finalement. C'est qu'il s'est inspiré de la réalité pour créer ce merveilleux personnage imaginaire. Et Peter Mayhew, il était sympathique avant qu'il y ait du monde. Alors, Peter Mayhew, quand moi je l'ai rencontré en 96 à l'occasion c'était à Watford, c'était là pour une reconstitution sur scène, et je pense que c'était l'époque où il n'avait pas refait de convention depuis très très longtemps, et c'est quelqu'un d'extrêmement timide, il était assez mal à l'aise. Il demandait d'ailleurs de faire signer uniquement son nom. C'était le seul d'ailleurs. Tous les autres demandaient ton prénom. Il l'écrivait volontiers. Mais lui, on sentait qu'il n'était pas à l'aise avec les conventions. Et voilà, on sentait qu'il était un petit peu en retrait parce on voyait que dans la foule, il n'était pas à l'aise. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas quand je l'ai rencontré. J'ai essayé d'être le plus courtois possible, surtout que
en 96, donc j'étais déguisé en Stormtrooper, en soldat impérial à côté de lui comme ça. Donc c'était assez dingue puisque à cette époque-là, les organisateurs avaient besoin d'un figurant supplémentaire pour reconstituer l'attaque du Blockade Runner où il faisait exploser la porte, on tirait sur les rebelles et ensuite les acteurs rentraient sur scène dans un théâtre de 2000 personnes. Et ça, c'est un moment complètement dingue de se retrouver habillé en soldat impérial à côté de Dave Prowse, Kenny Baker et puis de Peter Mayhew et Jeremy Bulloch. Ça, c'était à l'époque en France, il ne veut pas y avoir beaucoup de monde qui avait une armure. Non, non. Et ça, c'est un truc un peu fait de bric et de broc qui avait été copié des costumes originaux. Et ça, en fait, j'ai accédé à ça parce que la personne, normalement, initialement, qui avait besoin de mettre son costume, avait pris un peu trop de poids. Et ils avaient beau à se mettre à 5 dessus pour essayer de forcer. Et vas-y, ça va rentrer, ça ne marchait pas. Et comme j'étais en coulisses avec les organisateurs, ils m'ont regardé. Ils fait, mais toi, tu peux la mettre, toi. J'ai dit, oui, mais allez, tu t'habilles. Et je ne savais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'il allait m'arriver. Donc, c'était totalement imprévu. Et c'était la première fois que je prenais le tunnel sous la Manche. Ce jour-là, faire un aller-retour plus court pour aller en Angleterre. Mais voilà, le 9 juin 96 à Watford, cette journée-là, je ne suis pas prêt de l'oublier non plus. Et donc, petit à petit, là, ça fait à peu près une quinzaine d'années maintenant que j'ai collectionné, j'ai amassé pas mal de choses. Et donc, c'est là qu'entre 2005 et 2012, je commence un peu plus sérieusement à faire un inventaire, à rechercher d'autres informations sur l'industrie du jouet, comment c'est fabriqué. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de 2012, là, on lance la fabrication, on lance l'idée vraiment de la fabrication du bouquin, de la création et surtout la ligne éditoriale. Parce qu'il y avait tellement de choses à raconter, j'ai dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Et j'ai choisi de vraiment présenter les jouets comme on voyait dans les films. Donc, figurines, vaisseaux et dioramas, uniquement vus dans la trilogie d'origine, parce que sinon, après, on partait dans tous les sens. Si je faisais les mini-vaisseaux créés par Kenner ou même les poupées que j'aime aussi énormément, mais il y avait trop de pages, ça aurait coûté trop cher. Donc, petit à petit, il fallait quand même trouver un fil conducteur pour créer le bouquin. Et là, je me lance donc dans les photos. Je m'aperçois qu'il me manque un peu des jouets, donc je rachète sur eBay. Je complète vraiment l'intégralité de la collection des figurines créées par Kenner pour pouvoir les photographier. Et je me mets énormément aussi à dessiner pour trouver des idées de mise en page. Et c'est là que me vient l'idée du blueprint. Ça, c'est à cause de Bip Bip et le Coyote, Evil Coyote and the Roadrunner, où tu vois toujours le coyote en train de dessiner des blueprints. Bon, c'est pas à son avantage, mais l'idée, elle vient de là en partie. Et parce que je voulais faire une sorte de plan technique pour présenter le jouet tel qu'il était, tel que j'avais joué avec, et puis le jouet avec son emballage pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'il en retournait. Et ça m'a pris, rien que pour les photos, j'ai bossé 9 week-ends à 15 heures par jour. C'était un copain, un photographe qui m'avait prêté le matériel et pour trouver les bons points d'éclairage et tout ça et réussir à sortir un peu comme sur les boîtes, quoi. Voilà, exactement. Je voulais m'inspirer des couleurs vives parce que c'est ce que m'avaient expliqué les designers de Kenner. C'est quand même des jouets, ça s'adresse aux enfants. Donc, il fallait des couleurs très vives pour attirer le regard et que l'enfant se retrouve dans cet univers, que ça reste du jouet, même si on est quand même très représentatif de ce qu'on voyait dans les films. Mais c'était ça aussi l'intérêt, et vraiment me baser sur le travail de Kenner pour moderniser, tout en gardant pour moi cette force qui est toutes ces couleurs vives que tu retrouves dans la gamme. Et ensuite, donc, raconter l'histoire de l'entreprise, c'est ce que je voulais au travers pour que ce ne soit pas dans le livre uniquement un gros catalogue, mais revenir sur le succès de Kenner, son évolution depuis 1947, sa création jusqu'au rachat en 91 par Hasbro. Mais Bernard Loumi, qu'on voit ici, et que j'en profite pour remercier Jérémy Siantenki, un designer américain qui a bien voulu me faire cette belle illustration, qui m'a aussi aidé pour la traduction en anglais. Mais on revient sur l'homme qui valait 3 milliards, sur l'histoire de Kenner et son arrivée dans l'entreprise. Ça a tout changé à la fin des années 60 quand General Mills donc, achète Kenner. Il met Bernard Loumi, qui est un ancien de Mattel, il arrive à la tête de l'entreprise et ça ne va être que des succès jusqu'à la fin des années 70 grâce à cet homme-là. Et puis un autre monsieur que des millions de gamins à travers le monde peuvent remercier, c'est Jim Swearingen, l'homme qui a cru
qui vaut pas que 3 milliards, qui vaut bien plus que ça, puisque c'est grâce à lui que Kenner a signé avec Lucasfilm et la Fox à l'époque, puisque c'était un fan de science-fiction. Il avait vu THX 1138, il avait adoré ce film-là, et quand il lit dans Starlog, alors dans Starlog, on est en novembre 76, mais il y a même pas un paragraphe, hein, c'est 3 pauvres lignes qui reviennent sur le fait que George Lucas est en train de travailler sur un nouveau film de science-fiction, mais lui, il lit ça, il fait « Ah, George Lucas, un nouveau film de science-fiction? Ah, ça peut être intéressant. » Et il demande à sa direction de lui procurer le dossier de presse. Il l'obtient, on est au début 77, janvier, février, il le lit, il tombe en amour avec le projet, alors qu'il a quoi? Il a, on va dire, un synopsis, je ne pense pas que c'est même le script complet, et 3 pauvres images en noir et blanc. Et là, il dit, il faut qu'on signe ce truc-là. On a vraiment quelque chose. Mais à l'époque, l'entreprise Kenner n'est pas très, très optimiste parce que pour eux, faire du jouet pour 2 heures, ça ne vaut pas le coup. L'homme qui valait 3 milliards, c'est un feuilleton, c'est un épisode par semaine, c'est sur plusieurs années. Là, ça vaut le coup de lancer une industrialisation pour une telle série. Mais 2 heures de film, on ne va pas faire du jouet pour 2 heures de film. Mais malgré tout, il persiste. Il fait un petit peu son George Lucas au sein de Kenner. Et il lui laisse sa chance en lui disant, écoute, tu as l'air d'y croire, on va te payer un billet pour Los Angeles. Il va à Los Angeles, il arrive dans les studios d'Universal qui sont loués par Lucas à l'époque, où ils sont en train de terminer sur les fonds bleus les attaques de chasseurs-taille avec les X-Wing, le Faucon Millennium. Et là, il voit tout ça, il en prend plein les yeux. Et surtout, Charlie Pincott, qui est le responsable marketing à l'époque de Lucasfilm, voit enfin quelqu'un d'intéressé de l'industrie du jouet qui veut faire quelque chose, puisque Mattel, Mego, Hasbro, ils ont tous dit science-fiction, sûrement pas, on fait pas ces trucs-là. Et il voit quelqu'un d'intéressé et il dit écoutez, voilà des photos, voilà des plans, prenez tout ce que vous voulez et faites-nous des maquettes. Et il repart à Cincinnati. Il se sert donc des figurines Fisher-Price qui sont de 10 cm parce qu'il comprend bien que si on graisse sur le format du standard de l'époque qui est 30 cm, on ne pourra jamais faire des vaisseaux à l'échelle de ces personnages et même un adulte ne pourrait pas jouer avec ça. Peut-être que nous, aujourd'hui, on serait contents, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais le fait est qu'il prend cette idée-là avec les Fisher-Price qui sont de 10 cm. C'est validé par Bernard Loumi en disant « Ok, on y va ». Il présente ses fameuses 12 premières figurines en retour à Los Angeles avec Mark Peavers qui, lui, est le responsable marketing de la Fox et donc Charlie Pincott pour les Lucasfilm. Et là, il y a un accord commercial qui est signé entre les 3 entreprises pour lancer du maquettage et dire « Ok, c'est bon, c'est Kenner qui a le contrat ». Ce monsieur t'a fait une très belle dédicace, enfin pas dédicace, préface de ton livre. Il m'a fait plus que ça, il m'a laissé raconter son histoire dans le livre et ça c'est aussi la magie. Son histoire, on l'avait découvert dans la série Netflix The Toys That Made Us. Absolument, oui. Le premier épisode, c'était Star Wars et c'est vraiment ce qu'a lancé la série. Et moi, à chaque fois, j'ai découvert des trucs sur Maître de l'Univers et tout ça. Mais là, sur Star Wars, c'est vrai que tous ces gens-là, moi, même étant fan, étant collectionneur, c'est pas des gens qui nous parlaient, mais toi, tu étais déjà en contact avec ces gens-là en amont, alors. Grâce à Netflix d'ailleurs, hein, c'est grâce à finalement qu'ils ont mis en lumière la responsabilité de ces gens-là, et ça correspondait aussi à un moment dans leur vie où ils étaient à la retraite et qu'ils avaient envie de communiquer sur leur vie professionnelle, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Ils étaient encore en train de travailler. Et je pense que moi, ça n'a pas été mon cas dans cette décennie-là en particulier. Mais comme ils étaient toujours en train de travailler, je ne pense pas qu'ils étaient enclins à avoir envie de partager de leur travail, parce que c'était déjà leur quotidien. Là, il y a un côté peut-être un petit peu nostalgique et content de voir des gens avec qui avaient joué finalement enfant avec leur travail, de revenir les voir. Et là, ils étaient plus enclins à raconter finalement toutes les étapes industrielles qu'ils avaient connues au travers de la création de ces gammes de jouets, Star Wars, Charlotte aux fraises ou autres. Mais voilà, on arrive à une période où ils sont malheureusement à la fin de leur vie, mais ils sont heureux vraiment dans les conventions de partager toute cette époque, leur jeunesse aussi quelque part, mais ils ont été avant-gardistes et c'est des gens qui croyaient, qui aimaient leur métier, qui avaient envie de faire des choses aussi. Tu as fait une expo avec lui en Allemagne, c'est ça, non? Ça a été ma première convention, oui. J'ai eu une chance extraordinaire en 2022, quand le bouquin est sorti et que je l'ai contacté. J'ai dit, on va peut-être se voir. Il me fait, mais il n'y a pas de problème. Et là, on s'est rencontrés. J'ai passé 3 jours à ses côtés. Donc, les gens me demandaient de signer mon bouquin. Et sur sa photo, ils demandaient à Jim de signer sur la photo. Donc, ils avaient double signature. Et il m'a raconté aussi encore d'autres anecdotes
Et c'était, ça reste un de mes salons les plus. C'est le premier déjà, mais en plus d'être assis à côté de Jim Trangen, et il y avait, on était au même niveau avec Anthony Daniels et d'autres acteurs où les gens venaient signer. Donc, on était considérés que moi, petit collectionneur qui arrivait avec mon livre, me retrouver au milieu de tous ces gens-là, encore une fois, c'était une chance extraordinaire. On va avancer un peu aussi, déjà, je vois que le chrono tourne. Donc, tu as commencé par l'idée du projet du livre, puis rapidement, tu as fait une chaîne YouTube, c'est ça? C'est ça. À partir de 2017, quand Flammarion, malheureusement, voit Disney refuser mon projet parce que eux, ils voulaient faire le projet officiellement, mais comme ils n'avaient pas assez de projets, c'est pas une question que Disney n'aimait pas ou pas mon livre. Ils se sont dit, voilà, il fallait une licence cadre avec 5 ou 6, voire plusieurs titres à éditer. Donc, Flammarion n'a pas reçu d'avis positif pour mon bouquin. Donc, c'est là que je comprends qu'il faut que je le fasse en auto-édition. Et là, aux grandes dames de mon épouse, je me sers du salon, parce que j'ai pas la place ailleurs, de faire ce qu'on appelle un chemin de fer. Donc, c'est tout simplement l'ensemble du bouquin qui est présenté page par page, mais ce qui permet d'avoir une vue globale du livre et de créer le bouquin. Et c'est à ce moment-là que je me lance dans la création des vidéos. C'est à partir de ce moment-là, puisque je suis en auto-édition, je peux faire ce que je veux finalement. Et là, toc, ça me vient l'idée des QR codes et de faire les vidéos, mais je ne me rends pas compte qu'il va me falloir 3 ans. Parce que je fais ça le week-end, le soir. Alors, à ce moment-là, je travaille en Allemagne, donc je filme et je rentre un week-end sur 2. Donc, il y a un week-end, je filme chez moi, j'emmène ça sur mon ordinateur et le week-end où je reste à l'hôtel, je travaille, je fais le montage en anglais et en français des vidéos qui paraissent semaine après semaine. Et tu faisais les photos pour ton livre en même temps que tu enregistrais tes vidéos, du coup? Non, les photos, je les avais faites en 2017. Et donc ça, j'avais répertorié, classé, prêt à utiliser pour impression les photos. Donc ça, c'était la première étape. Et les vidéos, par contre, j'ai refait un petit studio différent, dédié uniquement à la vidéo parce que j'avais besoin d'un angle plus large. Et je dessinais pas mal, mais je faisais comme des mini storyboards pour faire mes présentations. Et ensuite, selon mes dessins et mon nouveau petit studio dédié aux vidéos, je le faisais comme ça, pas à pas. Et ça, c'est une étape que j'ai faite après avoir fait les photos du bouquin. Alors moi, je t'ai découvert avec YouTube. Oui. Parce que moi, je suis collectionneur et on trouvait des pièces et des vaisseaux. Et l'avantage pour ceux qui ne te connaissent pas encore, l'avantage de ces vidéos, c'est qu'on voyait les vaisseaux en action. C'est-à-dire, si vous appuyez là, si vous appuyez ça, il y a les patins qui sortent. Ça s'ouvre comme ça. On peut mettre les figurines comme ci, comme ça. Et puis, il y a tout un travail aussi, moi, que je ne maîtrisais pas. C'était que moi, je considérais que j'avais des vaisseaux en boîte, mais j'avais le vaisseau et la boîte. Mais je n'avais pas dedans le carton et tout ça, de positionnement, de rangement. Et donc là, on avait vraiment l'ensemble des figurines et l'ensemble des vaisseaux, avec tout ce qui comporte les planches, les stickers. Comment on appelle ça, le carton à l'intérieur? Ça porte un nom? Un insert, c'est un insert cartonné, oui. Voilà, l'insert spécifique et tout ça. Et grâce à tes vidéos, j'ai découvert effectivement pas mal de trucs qui étaient très complémentaires. C'est ça que je voulais dans les vidéos, c'était vraiment présenter, parce que j'ai eu la chance de les obtenir comme s'ils sortaient d'usine. Donc, l'idée de la vidéo, c'était vraiment d'avoir le départ où je présentais l'objet neuf. Comme ça, si un collectionneur, il manquait une pièce, il pouvait la retrouver, que ce soit la planche d'autocollant, le catalogue qui allait de la bonne année, et les pièces et accessoires qui étaient avec la notice de montage. C'était ça. Et ensuite, je montrais le vaisseau en mouvement, une fois monté quelque part, puisque j'avais mes vaisseaux de gamins qui, eux, avaient vécu, mais ils étaient complets aussi. Et il y avait donc, on commençait, la vidéo commence d'ailleurs par cette étape, comme si on ouvrait la boîte neuve, mais au moins comme ça, n'importe qui peut comprendre ce qu'il y avait dedans, et s'il lui manque une pièce aujourd'hui, il peut la compléter grâce aux vidéos. Donc ça, c'est un travail sur 3 ans? Oui. Et le livre en parallèle, alors? Et toujours les recherches. Je lisais énormément sur l'industrie du jouet à ce moment-là pour me nourrir d'informations complémentaires. Des fois, quand on lit un truc en général, on peut des fois mieux comprendre que si on reste focalisé sur que le scanner Star Wars, par exemple. Et j'avais lu un bouquin qui s'appelait Toy Town, qui n'existe qu'en chinois et en anglais, et qui revient sur de 1947 à 2012, le développement industriel de Hong Kong, qui est assez phénoménal. Mais on comprend mieux l'industrie du jouet, comment elle s'est développée
et pourquoi tout a été fabriqué finalement à terme, parce qu'au début, c'était des petits objets, donc ce qui était petit en Asie, et les gros volumes localement, puisque même au Canada, il y a le Snowspeeder, il avait été fabriqué, je crois qu'il y a encore d'autres vaisseaux, mais aux États-Unis, tous les vaisseaux comme le Faucon Millennium, le quadripode impérial, la TAT, étaient fabriqués là-bas. En Europe, c'était l'Angleterre, la France et l'Espagne qui fabriquaient localement les vaisseaux pour le marché européen. Dans les livres de référence, il y avait le Kellerman, oui. que moi j'ai la chance d'être dédicacé par John Kellerman, qui était un livre qui est très très lourd, on va dire, très très technique, pas forcément très accessible, et en anglais. L'avantage de ton livre, c'est que c'est un des rares livres en français, avec celui de Stéphane Faucourt. Hein, on a déjà parlé, et tu as souvent des stands, vous avez souvent des stands en France. On est côte à côte souvent, oui. Donc lui, il a fait un livre sur l'histoire de Mécano et les différentes figurines. Ce qui est très beau dans ton livre, c'est qu'effectivement, c'est un bel objet, je te l'ai déjà dit. J'ai la chance en plus d'avoir mon nom dans le livre, puisque c'était un genre, on va dire quoi, un crowdfunding au départ? C'est ça, c'est un financement participatif qui a été fait au travers de la plateforme Kickstarter. Ça a été fait en août 2021. Et c'est grâce à ça que la première édition, une fois que la maquette a été finalisée, parce que ce qui s'est passé en 2021, j'avais plus de travail à cause du Covid, parce que moi j'étais toujours entre deux avions, entre la France et l'Allemagne pour mon travail dans l'automobile. Et là, je décide de retourner à l'école, de profiter, d'optimiser le temps et d'apprendre le web design et la mise en page. Et ce qui m'a permis comme ça de maîtriser des nouveaux outils pour moi, qui étaient Illustrator, InDesign ou Photoshop, je connaissais un petit peu, mais ça m'a permis de perfectionner mes connaissances là-dessus, sur ces outils-là, ces trois outils-là en particulier de la gamme Adobe, ce qui m'a permis de moi-même, au travers de ces études pendant 9 mois, de finaliser ma propre maquette pour la lancer en impression, et le Kickstarter, donc qui était en août 2021, qui a été lancé et qui m'a permis de réunir les fonds nécessaires pour lancer la première impression du livre. L'impression, ça t'a pris combien de temps? Je crois que c'est un peu de retard au départ. Oh oui, il y a eu beaucoup de retard malheureusement, et je pensais avoir passé toutes les difficultés une fois que ce qu'on appelle le bon à tirer, donc ce qui est l'épreuve pour lancer en impression, était terminé. Donc il y avait derrière 45 ans de collection, 10 ans de fabrication du livre, entre les vidéos, les photos, collecter les dernières informations, les témoignages rajoutés dans le livre. Une fois que tout ça était prêt à imprimer, j'étais pas au bout de mes peines, malheureusement, puisque le livre qui devait être livré pour Noël 2021, il arrivera pour les cloches de Pâques en avril 2022. Et ça a été la période pour moi, malheureusement, la plus compliquée, la gestion de l'impression avec l'imprimeur, parce qu'il y a eu, on va dire, quelques petits problèmes, pas que de retard à cause du Covid, parce que la matière première, le papier coûtait très cher. Les containers donc de papier qui venaient de Chine, ça coûtait avant le Covid $1 200 le container, et à partir du Covid, ça coûtait $12 000. Donc multiplié par 10, des histoires de transport, ça a largement fait augmenter les prix de la matière première qui était transportée. Et donc, mon projet n'était pas forcément le plus prioritaire. Et l'imprimeur, ça lui a pris 3 mois pour m'avouer qu'il n'avait strictement rien fait. Donc, octobre, où s'il devait être fait, rien. Décembre non plus. Fin janvier, il commence à m'avouer qu'ils n'ont rien fait et qu'il va falloir encore 3 mois d'attente pour que le bouquin soit fait. Et ils me disent comme ça du tac au tac. En plus, on a réalisé qu'en changeant les textes, finalement, on ne peut pas le faire, il faut tout refaire. Ça, on va vous facturer 6 000 € de plus. Et si vous ne le faites pas, eh ben, il n'y a pas de livre. Alors là, je suis vraiment en colère et frustré, parce que il n'est pas question que le projet s'arrête à ce moment-là, où on va enfin lancer la fabrication du livre. Donc, j'accepte malheureusement l'avenant supplémentaire, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Après, les gens avec le Kickstarter, qui m'avaient fait confiance, moi, j'étais en responsabilité de l'argent qu'on m'avait confié pour que le livre soit enfin, et puis c'était mon bébé quelque part, je ne pouvais pas le laisser passer comme ça. Donc j'ai dit non, on va continuer, je vais voir comment je vais vous payer pour la rallonge que vous me demandez, mais il n'est pas question d'arrêter le projet. Donc tu l'as lancé en français? Comment? Tu l'as lancé en français au départ? Il était lancé dans les 2 langues en même temps. Ah, en français, d'accord, ok. Voilà. Tu as fait le même tirage d'exemplaires en français et anglais ou... Non, il y avait 500 exemplaires en français à l'époque et 1000 en anglais. Ouais.
Donc, ça faisait un total de 1500 exemplaires, ce qui n'est pas un tirage énorme hein, pour un imprimeur. Mais voilà, je ne connaissais pas ce métier et j'ai un petit peu appris à mes dépens que bah, voilà, quand on vous annonce un certain budget, bah, c'est pas forcément 100% du vrai budget qu'on paye à la fin quand on arrive à ce moment-là. Donc, tu as eu tes premiers clients qui s'étaient engagés, puisque tu as honoré. Ensuite, tu as été sur énormément de conventions. Moi, je t'ai vu plusieurs fois, dont en Allemagne également. Et après, tu as eu une période Amazon aussi, je crois. Oui, il y a une période Amazon qui a été pour la version anglaise. Alors ça, c'est pour la deuxième édition d'octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. La version anglaise, j'avais décidé pour le marché britannique, ça me semblait plus simple. Et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas vendu un seul bouquin en anglais en Angleterre, ce qui est un comble. C'est les Allemands, les Espagnols et les Hollandais et les Belges qui les ont achetés parce que avec les histoires de Brexit, ils n'étaient pas capables de faire un pont commercial entre les entrepôts d'Amazon Angleterre et Amazon France. Donc ça a été, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est une histoire vraiment pas le sujet, infernale, mais voilà, ça a été l'épisode Amazon a aussi été un petit peu ubuesque parce que voilà, ils promettent beaucoup de choses et puis derrière, en termes de gestion, ça a été compliqué. Alors pour nous Français, si les gens veulent trouver ce livre, oui. Ils te contactent, comment ils peuvent faire? Alors, il est disponible sur la Fnac.com et sur le site, il est aussi disponible sur Amazon France. Ça, c'est mon imprimeur qui gère le stock, donc ça, c'est plus ma partie. Et en ce moment, il y a une promotion assez importante. Et sur leur site aussi qui s'appelle pumbo.fr, il y a possibilité d'obtenir un exemplaire, oui, au travers d'Internet. Et la bonne nouvelle, c'est que le livre est disponible au Québec depuis peu. Oui. Grâce à la boutique Kaya, qui est partenaire de Star Wars en direct. Oui, donc, grâce à Steve Gros-Louis que j'ai pu contacter. Ça aussi, c'est la magie d'Internet, de pouvoir facilement contacter les gens outre-Atlantique. Et donc, il m'a acheté pour l'instant 6 exemplaires et qui sont dans sa boutique, qui ont peut-être déjà vendu parce que ça fait maintenant une dizaine de jours, même 15 jours qu'il les a reçus. Et donc, je suis très content qu'il y ait des exemplaires là-bas et j'espère que on va pouvoir en envoyer d'autres. Ah on te souhaite, parce que nous, on recommande à 200% le livre. Moi, je l'ai dit, c'est un bel objet. C'est très agréable à lire, même si on n'est pas fan de jouer. C'est très agréable à lire. C'est hyper bien mis en scène et ça fait rappeler des souvenirs, enfin, pour ceux qui ont vécu cette époque-là. Mais même moi qui ne l'ai pas vécu, tu vois, c'est un livre très, très, très cool à consulter. Je l'ai même montré à mes enfants pour leur montrer comment étaient faits les jouets de Star Wars, les premiers jeux Star Wars à l'époque et tout. Et puis, ils adorent et tout. Enfin, c'est très quali, quoi. Merci. Les jouets sont iconiques, donc de les mettre en valeur comme ça, c'est super sympa. Et on sent qu'effectivement, ce sont tes jouets, c'est-à-dire que il y a des comment on appelle ça, qui se déplient, pas des pop-up, mais des grands formats qu'on peut déplier pour avoir des grands formats. Et voilà, on voit un travail de mise en scène avec, je pense à la TAT, avec tous les petits snows et tout ça. Oui. C'est pas juste, je pose, je fais une photo, je pose, je fais une photo, je passe à autre chose. Il y a des choix artistiques et ça reste des jouets. C'est là, on voit vraiment que c'est des jouets. Comme tout à l'heure, tu disais le taille ouvert avec le bonhomme dedans, debout. Ouais, ça reste des jouets. Et ce sont des beaux jouets. Et là, le fait d'avoir effectivement le blueprint, le fond bleu, tous les détails du perso sur les différentes variantes, ouais, c'est un très bel objet et très, très agréable. Lourd en plus, hein. C'est un bel objet. Hein. Oui, le livre est assez 1,6 kg. On voit la photo avec Dark Vador, il est assez volumineux. C'est un beau livre. C'est pas... Non, c'est un beau livre. Donc, Star Wars en direct recommande, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut l'avoir en anglais au Canada, par exemple? Oui, c'est possible. J'ai du stock dans le Tennessee. Il me reste aujourd'hui 90 exemplaires. Donc, en passant sur mon site internet chroniquevintage.com, là, ils peuvent passer commande. Et comme ça, le bouquin, il traverse pas l'Atlantique. Il est déjà en Amérique du Nord et il peut être acheminé au Canada sans aucune difficulté. Eh bien, impeccable. Est-ce que vous avez des choses encore à rajouter? Non, je trouve que c'est un des plus beaux livres qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est collectionneur Star Wars. Donc, vraiment, ça transpire la passion, en tout cas. Merci. C'est toujours un plaisir de te voir en convention, en plus. À chaque et fois, même si on est fan et pas forcément collectionneur, ça reste, je trouve, un très, très bel objet à avoir dans sa bibliothèque. Quoi. Le Père Noël arrive. Pensez au cadeau.
c'est le moment. Voilà. Profitez-en. Bah, écoutez, merci à vous deux. Jean-François, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir d'être là. Voilà, on en avait parlé il y a quelques temps, et puis bah, voilà, on est passé à autre chose. Et puis, en discutant, on s'est dit, oui, il faut absolument parler de ce livre, parce qu'effectivement, c'est Star Wars, donc Star Wars en direct. Et puis vraiment, c'est un beau livre, un livre de référence. Donc ça fait vraiment plaisir. Sébastien, je te laisse conclure. Eh ben, nous, Fred, on va se retrouver bientôt, je pense, pour une nouvelle émission collector dont on n'a pas encore le thème. Jean-François, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Si on parle notamment de vintage, des choses comme ça, ben, tu seras toujours le bienvenu. Merci. Et puis, ben, merci encore. Moi, ça fait toujours plaisir. Parce qu'en plus de parler de ton livre, on a un peu parlé de ton parcours de fan et tout. Et puis moi, je trouve que écouter les parcours de chaque fan différent, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis là, on a pu vraiment découvrir à la fois le vintage. Enfin, cette vidéo, c'était un peu aussi un cours magistral, entre guillemets, ludique sur le vintage. Hein, et c'est un petit aperçu de ce qu'on voit dans le livre. Donc vraiment, encore une fois, félicitations. Et puis voilà, encore une fois, comme le dit Fred, n'hésitez pas, Noël, c'est bientôt. Voilà. Voilà, bon, mon nom de Fred, et je vous souhaite une très bonne fin d'émission, même si c'est fini. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions. Et Salut puis, à tous. À la prochaine. Salut. Salut à tous. Bye bye. À la prochaine. Merci encore. Au revoir.